Je vais commencer cette nuit de la lecture en m'adressant aux enfants, avec un texte célèbre de l'anglais Lewis Carroll. Quand je dis célèbre, il n'est pas forcément connu de tous. Il s'agit d'Alice au pays des merveilles. La première merveille, je vais vous l'offrir. Je me sens tout de suite mieux. Quand il vit Alice, le chat se contenta de sourire. Il semble avoir bon caractère, estima-t-elle, mais il n'en possédait pas moins de très très longues griffes et un grand nombre de dents, et elle jugea prudent de le traiter avec respect. Minet du Cheshire, commença-t-elle, non sans une certaine appréhension, car elle ne savait pas du tout si ce nom lui plairait. Mais le chat sourit de plus belle. « Allons, jusqu'ici, il m'a l'air content, pensa Alice, et elle poursuivit. « Voudriez-vous, je vous prie, me dire quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ?»« Cela dépend surtout de l'endroit où vous voulez vous rendre, » répondit le chat. « Je ne me soucie pas trop de l'endroit, dit Alice. « Alors peu importe le chemin que vous prendrez, déclara le chat. « Pourvu que j'arrive quelque part, ajouta Alice pour s'expliquer. « Oh, dit le chat, vous arriverez toujours quelque part, pourvu que vous marchiez assez longtemps. » C'était là un fait indéniable, dut admettre Alice, qui se hasarda à poser une autre question. « Quelle sorte de gens vais-je rencontrer là-bas ?»« Dans cette direction-ci, répondit le chat en faisant un geste vague de sa patte droite, habite un chapelier. Et dans cette direction-là, indiqua-t-il de son autre patte, habite un lièvre de Mars. Rendez visite à votre gré à l'un ou l'autre, ils sont fous tous les deux. Mais je n'ai nulle envie d'aller chez les fous, fit remarquer Alice. Oh, vous ne pouvez rien à cela, dit le chat. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou, vous êtes folle. Comment savez-vous que je suis folle ? Demanda Alice. Il faut que vous le soyez pour être venue ici. Alice estima que cela ne prouvait aucunement sa prétendue folie. Néanmoins, elle poursuivit. Et comment savez-vous que vous êtes fou ? Commençons par le commencement, dit le chat. Les chiens ne sont pas fous, vous l'admettez ? Je suppose, oui, répondit Alice. Eh bien alors, poursuivit le chat, vous n'ignorez pas que les chiens grondent quand ils sont en colère et remuent la queue quand ils sont contents. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. J'appelle cela ronronner et non pas grogner, fit observer Alice. Plus là comme il vous plaira, dit le chat. Jouerez-vous au croquet chez la reine aujourd'hui ? J'aimerais beaucoup, répondit Alice, mais je n'ai pas encore été invitée. Vous m'y verrez, dit le chat. Et il disparut. Alice n'en fut pas étonnée, car elle commençait à s'habituer à voir se produire les événements les plus bizarres. Comme elle regardait l'endroit où s'était tenu le chat, celui-ci réapparut soudain. « À propos, dit-il, qu'est devenu le bébé ? J'allais oublier de vous le demander. »« Il s'est transformé en cochon, » répondit Alice du ton le plus naturel, comme si la réapparition du chat eût été chose normale. « C'est bien ce que je pensais, » dit le chat en disparaissant de nouveau. Alice demeura dans l'attente de le voir réapparaître, mais il n'en fit rien. Au bout d'une minute ou deux, elle se mit à marcher dans la direction où était censé habiter le lièvre de Mars. Des chapeliers, j'en ai déjà vu. Le lièvre de Mars sera plus intéressant. Et comme on est en mai, peut-être ne sera-t-il pas fou furieux, du moins pas aussi fou qu'il l'était en mars. Ce disant, elle leva la tête
et aperçut de nouveau le chat, perché sur la branche d'un arbre. « Avez-vous dit cochon ou pochon ?» demanda le chat. « J'ai dit cochon, » répondit Alice. « Et j'aimerais que vous cessiez un peu d'apparaître et de disparaître si brusquement. Vous me donnez le tournis. » « Entendu, » dit le chat. Cette fois, il s'estompa lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui flotta quelque temps dans l'air, après que le reste de son corps eut disparu. « Ma foi, » pensa Alice, « j'ai déjà vu un chat sans sourire, mais un sourire sans chat. C'est bien la chose la plus curieuse qu'il m'ait jamais été donné d'observer. » Nous en avons fini avec Alice au pays des merveilles, et je vais maintenant m'adresser aux adultes qui font aussi des observations très étonnantes. Non, ce n'est pas un rêve que je vous raconte. Je rentrais du travail avec un vieil ouvrier. Le jour finissait. D'abord vinrent quelques bandes de corbeaux, pas plus nombreux que ceux qui, les autres soirs, se couchent en grappe dans les peupliers. Puis il y en eut un fleuve. Il y en eut tout un ciel. Leurs cris innombrables attiraient d'autres cris. Leurs masses ameutaient d'autres bandes. Il en venait de tout l'horizon, à toute altitude. Les plus bas touchaient la cime des arbres. Ce fut une fête immense. Ils tournaient, emmêlant leurs cercles, décrivant des courbes parfaites, des boucles jamais fermées, des tourbillons magiques, puis poussaient vers la terre de grandes vagues criardes. Non, ce n'est pas un rêve que je vous raconte. Le vieux me dit que jamais il n'en avait tant vu. Les gens rentraient, fermaient portes et fenêtres, comme avant l'orage. J'étais debout, dehors, sous leur multitude. Ma tête butant contre leur beauté, je grandissais. Je me chauffais à leur soleil noir. Non, ce n'est pas un rêve que je vous raconte. C'était un soir de novembre, à 80 kilomètres de Paris, où les hommes s'entassent, je ne sais pour quel carnage ou quelle migration. Nous avons célébré en France l'écrivain Maurice Genevoix, qui est entré au Panthéon tout récemment. Je vais vous lire un texte de lui, la pipistrelle qui est une variété de chauve-souris. Attirée par la lumière d'une lampe, une pipistrelle entre par la fenêtre, volette au ras du plafond, continue d'explorer la pièce méthodiquement, par orbes qui peu à peu s'abaissent. La voici qui frôle un visage, et c'est un cri. Un autre visage, et c'est encore un cri, nettement plus fort et plus aigu. Merveilleuse émulation. Pas une femme qui ne soit debout, serrant ses jupes, s'entourant la tête d'une serviette et criant. Pas un homme qui ne gesticule courageusement pour chasser la strige, le vampire suceur de sang. J'ai souvenir de soirs où de telles scènes atteignaient à l'épopée bouffonne. Au vrai, chacun forçait la note. Même sincère, dans le premier instant, cette terreur se raillait elle-même, se combattait vaille que vaille par l'excès de ses manifestations. Mais il m'est arrivé alors de me demander ce qu'il serait advenu si quelque mauvais plaisant avait montré aux belles épouvantées, agrandies par quelque jeu d'optique, l'horrible mufle d'un rhinolophe ou la tête de chien d'une roussette. C'est fini. La petite pipistrelle est repartie par la fenêtre, retournée à ses rondes sous la lune,
Monstre effrayant, dragon dénoctuel, rendons là à un monde d'épouvante que nous dérobe la douceur de la nuit. Nous aussi, nous avons les nôtres. À quoi servirait de crier? Encore un texte sur les animaux qui met en scène cette fois-ci les chevaux, donc des animaux qui nous sont familiers. Parmi les 3 ou 4 passions qui ont ravagé ma vie et l'ont fait fructifier en même temps, il y a les animaux et les poètes. Leurs mystères sont pareils. Au marché de Chartres, devant les cageots pleins de canetons, d'oisons, de poussins, de coquelets, de poulettes, parfois de dindonneaux et de pintades, j'étais souvent pris d'une convoitise prodigieuse. « Donnez-moi ces bêtes !» criai-je en un délire intérieur. « Donnez-les-moi toutes !» En même temps, je pensais « Rendez-les-moi, retirez-les du commerce. » Mais qui peut retirer quoi du commerce? Racheter tout ça? De même, je voudrais rafler tous les poètes et leur rendre la liberté. Pas seulement pour voir ce qu'ils en feraient, mais encore pour constater que mon peuple est réel. Oui, mon peuple. Car les hommes, je m'en fous. Il n'y a plus pour moi que les bêtes et les poètes, et leur poésie à tous deux. Et je suis totalement avec Supervielle, qui dit dans Visage des animaux, « Vos visages façonnés par tous les mots que vous n'avez pas dits. » Les chevaux du fond des prairies accourent vous dire bonjour. Je me rappelle une jument nommée Hélène, là-bas dans l'Aisne. Avec coquetterie, elle venait lentement, mais quand elle était là, elle ne savait plus quoi dire. Cette Hélène, un Marcel aimé me comprendra, cherchait la compagnie de l'homme. Comme d'autres bêtes, elle faisait rigoureusement partie de l'humanité. Ne pensez pas, dit Blake, que les mots que vous adressez aux animaux ne soient pas compris d'eux. Ainsi Hélène me saisissait spirituellement en sa femellité. Elle saisissait interrogativement ma présence. À cette époque, où j'étais dans les chevaux jusqu'au cou, il m'était facile de parler. À la jument néo-militaire qui m'était dévolue, je n'avais qu'à dire « Va me chercher un paquet de cigarettes et 1 litre ». Elle partait. « Ne traîne pas en chemin, ajoutai-je. Tiens, si la boulangerie est encore ouverte, prends-moi donc un pain de 2 livres. Puis, tu connais bien la charcuterie. C'est à gauche, dans la grande rue. 1 livre de pâté. Les sous sont dans la sacoche. Te fais pas voler. » La grosse chevaline partait vers Fourmi et revenait les commissions faites. « Dites donc, me dit l'adjudant, vous avez un cheval de cirque ?» C'est vrai que je lui mettais des chaussettes pour qu'elle ne glisse pas sur le verglas. Elle pouvait aller seule jusqu'à Servigny et revenir porteuse de denrées commandées. Voilà comme on parle aux bêtes. Jamais de doute ni de soupçon. Toujours confiance dans les quadrupèdes. Bien que Symphonie, le nom de cette jument, fût une emmerdeuse et une pisseuse, elle était très bonne avec les hommes. Elle était révérée par les camarades. Voilà quoi. Elle était vedette. Ils l'appelaient Miatlev. La Miatlev. Des fois, il me fallait coucher avec elle dans une chambre. Je crois avoir été très près des bêtes. Vous aurez deviné, Miatlev, c'est le nom de l'auteur, Adrien
Miatlev. Suite à cette lecture, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une nuit qui, j'en suis persuadé, sera bonne. Au revoir.